Commençons par les chasseurs monomoteurs. Le Messerschmitt Bf 109 n'était pas simplement le chasseur principal de l'Allemagne. C'était l'avion de chasse le plus produit de l'histoire. Plus de 35 000 de ces machines élégantes et anguleuses sont sorties des chaînes de montage, chacune témoignant de l'obsession de Willy Messerschmitt pour la vitesse et l'efficacité. Sa construction monocoque entièrement métallique et son train d'atterrissage rétractable étaient révolutionnaires en 1934. Mais à la fin de la guerre, le Bf 109 était devenu victime de son propre succès. Chaque nouvelle variante, l'Emile, le Friedrich, le Gustav, devenait plus lourde tandis que les ingénieurs y boulonnaient toujours plus de canons, de blindages, d'équipements pour contrer la menace évolutive. Le Gustav pouvait atteindre 640 km/h, mais les pilotes qui avaient volé sur les premiers modèles pleuraient la perte de cette agilité tranchante comme un rasoir. Néanmoins, il est resté l'épine dorsale de la Jagdwaffe du premier au dernier jour de la guerre. Mais si le Bf 109 était un scalpel, la Luftwaffe avait besoin d'une masse. Voici le Focke-Wulf Fw 190. Lorsque la création de Kurt Tank est apparue pour la première fois au-dessus de la Manche en 1941, les pilotes de la RAF ne pouvaient pas en croire leurs yeux. Cette bête, avec son moteur radial massif et son nez émoussé, roulait plus vite que tout ce qu'ils avaient rencontré et portait 4 canons de 20 mm capables de déchiqueter un Spitfire en quelques secondes. Le Würger, la Pie-Grièche, était à la hauteur de son nom prédateur. Sa seule faiblesse était l'altitude. Au-dessus de 6000 mètres, ce BMW radial manquait d'air. La solution de Tank était élégante. Arracher le radial, installer un Junkers Jumo 213 en ligne et allonger le fuselage. Le résultat fut le Fw 190D, le Dora, qui pouvait grimper à 11 000 mètres et atteindre 710 km/h. À ce moment-là, c'était fin 1944 et l'Allemagne manquait de carburant, de pilotes et de temps, mais pas d'idées. Viennent ensuite les chasseurs lourds, conçus principalement pour l'escorte de bombardiers et l'interception de nuit. Le Messerschmitt Bf 110 a commencé la guerre comme le projet favori de Hermann Göring. Un destructeur à long rayon d'action qui devait balayer les chasseurs ennemis du ciel et escorter les bombardiers jusqu'à leur cible. La réalité en a décidé autrement. Au-dessus de la Grande-Bretagne en 1940, le Bf 110 s'est révélé lourd et vulnérable, sa structure bimoteur massive ne pouvant rivaliser avec les virages serrés du Hurricane. Il aurait dû devenir une note de bas de page dans l'histoire. Au lieu de cela, il est devenu une légende, juste pas dans le rôle que tout le monde attendait. Équipé de radars, de canons Schrägmusik tirant vers le haut, et peint en noir mat, le Bf 110 s'est transformé en fantôme qui chassait les bombardiers de la RAF dans l'obscurité. Nuit après nuit, ces machines montaient dans les ténèbres d'encre et abattaient des Lancaster et des Halifax qui ne les voyaient même pas venir. Le Me 410 Ornis a tenté de racheter les péchés de son prédécesseur, le catastrophiquement instable Me 210, mais est arrivé trop tard pour changer quoi que ce soit. Le Heinkel E219, Uhu, quant à lui, était tout ce qu'un chasseur de nuit devait être, rapide, mortel et équipé de sièges éjectables, une première pour un avion de combat. Pourtant, les querelles bureaucratiques ont étouffé sa production. Seulement quelques centaines ont été construits, chacun un rappel de ce qui aurait pu être. Passons maintenant aux bombardiers moyens, conçus pour exceller dans les opérations de frappe tactique. Si un seul avion incarnait le pragmatisme allemand, c'était le Junkers Ju 88. Initialement conçu comme un bombardier rapide, la structure robuste du Ju 88 est devenue une toile vierge. Besoin d'un bombardier en piqué? C'est fait. Avion torpilleur? Facile. Chasseur de nuit? Ajoutez simplement un radar. Le Ju 88 faisait tout, transportant 2400 kg de bombes à 470 km/h ou traquant les bombardiers alliés dans l'obscurité avec un arsenal hérissé de canons. Ce n'était pas glamour, mais il était partout et il fonctionnait. Le Heinkel,
E-111, avec son aisser entièrement vitré, est devenu le visage du Blitz, littéralement. Les actualités montrèrent des formations de ces bombardiers bourdonnant au-dessus de Londres. Mais dès 1940, leur vitesse faible et leur armement défensif médiocre en faisaient des proies faciles. Ils ont continué à servir comme avions torpilleurs au-dessus de l'Arctique et de la Méditerranée. Mais les jours de gloire s'étaient terminés avant même d'avoir vraiment commencé. Le Dornier d'O-17 a gagné le surnom de crayon volant pour son fuselage fin, mais ce corps maigre ne pouvait pas transporter assez de bombes pour compter. Retiré des premières lignes dès 1941, il a sombré dans l'obscurité. Et puis il y avait le Heinkel E-177, le bombardier stratégique de l'Allemagne, ou plutôt sa catastrophe stratégique. Le RLM exigeait qu'il soit capable de bombarder en piqué malgré un poids de 30 tonnes. Pour réduire la traînée, les ingénieurs ont couplé 2 moteurs dans une seule nacelle. Le résultat surchauffait constamment, prenant feu si souvent que les équipages l'ont surnommé le briquet de la Luftwaffe. Il pouvait transporter 6000 kg de bombes sur 5500 km, mais la plupart n'allaient jamais aussi loin. Le HE-177 a dévoré d'énormes ressources et n'a livré que frustration et épaves carbonisées. Si vous appréciez ces détails techniques et ces histoires de triomphe et d'échecs d'ingénierie, mettez un like. Ainsi, je saurai que ce type d'analyse mérite d'être poursuivi. Et maintenant, passons aux avions qui brisaient littéralement les chars. Un autre groupe clé était l'aviation d'attaque au sol, spécialisée dans le soutien rapproché. Le Junker Ju 87 Stuka a hurlé dans l'histoire, littéralement. Ces sirènes, les trompettes de Jéricho, étaient conçues pour terrifier et elles fonctionnaient. Plongeant verticalement avec des aérofreins automatiques, le Stuka pouvait placer une bombe à quelques mètres de sa cible. En Pologne et en France, il était dévastateur. Mais dès qu'il a rencontré une opposition sérieuse de chasseurs, l'illusion s'est brisée. Lent et disgracieux, le Stuka ne pouvait survivre que là où la Luftwaffe contrôlait complètement le ciel. À la fin de la guerre, il avait été relégué à la chasse aux chars sur le front de l'Est, équipé de 2 canons de 37 mm et piloté par des hommes qui savaient que chaque sortie pouvait être la dernière. Le Henschel HS-129 a adopté l'approche inverse, Two Blinder. Son cockpit était une baignoire d'acier, le pare-brise 75 mm de verre massif. Les pilotes s'asseyaient dans une grotte claustrophobe, plissant les yeux à travers une fente étroite tout en pilotant un avion propulsé par des moteurs français capturés qui avaient à peine la force de le soulever. Mais lorsque le HS-129 trouvait une colonne de chars soviétiques, il était impitoyable. Certaines variantes montaient un canon de 75 mm, le même utilisé sur les chars moyens, transformant l'avion en pièce d'artillerie volante. Encore plus étrange était le Henschel HS-123, un biplan qui aurait dû être dans un musée en 1939. Pourtant, cette construction antique a continué à voler sur le front de l'Est, opérant depuis des champs boueux où les avions modernes s'embourbaient, survivant à des punitions qui auraient déchiqueté des machines plus sophistiquées. Obsolète? Absolument. Efficace? Indéniablement. Nous nous tournons maintenant vers les avions à réaction et à fusée, connus pour leur capacité à faire un bond de 10 ans en avant dans la technologie. Le Messerschmitt. Me-262 devait gagner la guerre. À 870 km/h, il était intouchable par n'importe quel chasseur allié. 4 canons de 30 mm pouvaient pulvériser un B-17 en une seule passe. Les pilotes d'essai l'appelaient le futur. Puis Hitler l'a vu et a décidé que ce devait être un bombardier. Au moment où la raison a prévalu et qu'il est revenu aux fonctions de chasseur, l'Allemagne n'avait ni le carburant pour le faire voler, ni les pilotes entraînés pour libérer son potentiel. Le Me-262 a volé. Il a tué, mais il est arrivé comme un messager d'un futur que l'Allemagne ne verrait jamais. Le Me-163 Comet a poussé le désespoir à son extrême logique. Ce minuscule avion-fusée pouvait atteindre 960 km/h et grimper à 12 000 mètres en 3 minutes. Mais son carburant, des produits chimiques hypergoliques si volatiles qu'ils dissolvirent la chair, a tué autant de pilotes que le feu ennemi. Avec moins de 8 minutes de vol motorisé, les pilotes du Comet avaient une chance. Manquez, et vous êtes un planeur. Atterrissez brutalement, et le carburant pourrait exploser.
c'était moins un avion qu'une explosion contrôlée avec des ailes. L'Arado AR-234 Blitz a prouvé que les jets pouvaient faire plus que se battre. Comme avion de reconnaissance, il photographiait les positions alliées en toute impunité. Comme bombardier, il frappait et disparaissait avant que les intercepteurs ne puissent réagir. Peu ont été construits, mais chaque mission démontrait à quoi ressemblerait la prochaine guerre. Le HE-162 Volksjäger, le chasseur du peuple, est né d'un fantasme. Que des adolescents à peine entraînés pourraient grimper dans un jet construit en bois et en colle et renverser d'une manière ou d'une autre le cours de la guerre. Ils ne le pouvaient pas. La guerre s'est terminée avant que ce pari désespéré ne puisse être testé à grande échelle, ne laissant que la question de combien de garçons seraient morts en essayant. Le Junkers Ju-52 était laid, lent, et fait de métal ondulé qui semblait que quelqu'un avait oublié de le lisser. Il était aussi indestructible. Tante Ju a transporté des troupes à travers l'Afrique du Nord, largué des parachutistes sur la Crète et ravitaillé des armées encerclées en Russie. Les chasseurs se régalaient de sa vitesse de croisière paresseuse de 250 km/h, mais suffisamment survivaient toujours pour voler la prochaine mission. Le Fieseler FI-156 Storch pouvait atterrir sur un court de tennis. Ce n'est pas une hyperbole, il avait besoin de moins de 60 mètres. Cette machine maigre et d'apparence maladroite a arraché Mussolini d'une prison de montagne, évacué des blessés de terrain impossibles et livré des généraux aux lignes de front. Là où d'autres avions craignaient de s'aventurer, le Storch atterrissait simplement. Le Focke-Wulf FW-189, avec sa conception bipoutre et sa nacelle vitrée, ressemblait plus à une libellule qu'à un avion de guerre. Sur le front de l'Est, les troupes soviétiques l'appelaient le cadre et le détestaient. Volant bas et lentement, son équipage transmettait par radio chaque mouvement de troupes, chaque position de char, chaque faiblesse à l'artillerie allemande. C'était une cible qui demandait à être abattue. Pourtant, beaucoup ont survécu à la guerre.